fabriquer et qui pourraient éliminer l'humanité rapidement. Mais enfin, tout ça autour du thème, l'intelligence qui était au départ ce qui a sauvé l'humanité contre les loups, contre les tigres, et aujourd'hui menace l'humanité justement parce qu'elle permet de faire des technologies, que ce soit des supervirus ou des bombes atomiques ou plein d'autres choses, qui sont en mesure d'éliminer l'humanité. La seule chose qui peut éliminer l'humanité aujourd'hui, c'est son activité propre. Il n'y a plus rien vraiment qui nous menace comme nous menaçaient les bêtes féroces au début. Comme aujourd'hui, nous avons développé la biologie, la biomédecine, nous sommes encore menacés par notre propre puissance. C'est en ce sens-là que ce qui nous menace le plus à l'avenir, c'est précisément notre puissance. D'une façon explosive s'il s'agit d'une guerre, ou d'une façon plus lente, mais tout aussi détériorable s'il s'agit de la pollution, s'il s'agit du réchauffement climatique. Nous sommes tous confrontés à notre propre puissance et notre devoir aujourd'hui, si on veut éviter l'élimination, c'est d'éviter les super techniques qui pourraient nous éliminer. Justement, vous en parliez dans le livre, quand vous dites justement les cataclysmes, les fins du monde ou les superpuissances qui décident de se bombarder, plutôt que d'enregistrer passivement ces images, il faut les affronter. Quels messages sont-elles passibles de porter? Et comment recevoir ces messages? Et vous dites aussi en sous-texte, plus loin, que la nature a les réponses. Je ne sais pas si je dis que la nature a les réponses. Je ne sais pas qui est la nature. Attendez que je retrouve le... C'est bien de personnaliser, mais c'est dangereux. La nature est éclatante d'intelligence. Chaque vrai. fois que nous inventons une technique nouvelle, nous découvrons qu'elle la maîtrise depuis longtemps et bien mieux que nous. Combien de secrets possède-t-elle encore dont nous n'avons pas la moindre idée, mais que les chercheurs du futur tenteront d'élucider? Oui, mais ça, c'est dans le contexte. Je vous donne un exemple, ce sont les oiseaux migrateurs. Okay. Il reste beaucoup. On comprend certains éléments qui permettent aux oiseaux de se guider. Ils se guident sur le champ magnétique de la Terre, ils se guident sur les très longues ondes, des ondes à très longue longueur d'onde, oui. Ils se guident sur plusieurs choses, mais on ne sait pas encore tout. Nous avons encore des choses à comprendre sur comment un oiseau part d'un endroit donné, quelque part en Caroline du Sud, par exemple, une hirondelle, et vient retrouver exactement sa maison de l'an dernier. Il reste encore beaucoup de mystères. Quand je dis elle est éclatante d'intelligence, on s'aperçoit, plus on étudie la nature, la chimie, la biochimie, c'est absolument fantastique, tout ce qui se passe dans un corps humain, pour que l'on puisse, par exemple, comprendre tout ce que cela suppose que la nature, mais mettez des guillemets, la nature a inventé bien avant nous. Par exemple, on sait que les chauves-souris utilisent le sonar. Le sonar, c'est l'équivalent du radar. On utilise aussi le sonar. Mais nous avons inventé ça il y a à peu près 50 ans. Les chauves-souris le font depuis des millions d'années. On s'aperçoit dans énormément de cas que des prouesses que nous inventons, comme les prouesses de l'électricité, les prouesses de la nature, l'évolution, appelez ça comme vous voulez, le fait depuis très longtemps. C'est en ce sens, mais je ne prétends pas que la nature soit une personne, c'est au mieux une imagination. C'est commode, c'est un terme commode pour dire la nature fait ci, la nature fait ça, tout le monde se comprend. Mais quand on essaie de comprendre comment elle le fait exactement, on est obligé de faire de la biologie et on s'aperçoit que c'est toujours beaucoup plus subtil qu'on pense. Les fourmis qui cultivent des bactéries, par exemple, ça c'est nouveau aussi. On ne savait pas que nous connaissons les bactéries depuis Pasteur ou à peu près. Les fourmis, dans leur fourmilière, elles vont chercher des champignons pour empêcher des infections dans les temps. C'est un exemple. Mais une chose est certaine, c'est que vous aimez vous retrouver dans la nature. Vous en avez parlé tout à l'heure avec les arbres. Et aussi, vous aimez beaucoup l'ambiance des cimetières. Pourquoi? C'est vrai.
je ne peux pas vraiment vous répondre. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui me hante. Est-ce que c'est le fait que j'y serai un jour? Est-ce que c'est le fait qu'il y a tous ces gens qui sont là? Il y a ces présences qui sont dans les cimetières. Quand je voyage, je visite beaucoup les cimetières. Les cimetières sont un des endroits les plus originaux, les moins touristiques qui existent, mais pourtant les plus représentatifs. Chaque pays, chaque nation, chaque ethnie a son genre de cimetière. C'est un des cimetières que j'ai visités récemment, c'est dans le sud du Sahara. Ce sont des cimetières qui datent d'avant la période arabe, c'est-à-dire d'avant l'an 600. Et la façon de traiter ces morts, la façon de s'en occuper, d'abord c'est une constante partout, mais les modes sont très différents. Rien n'est plus différent d'un cimetière italien qui sont généralement très pompeux, avec des tours et même des petites lumières d'arbres de Noël, ouais. Ou les cimetières anglais qui sont très vénérables, avec des grands ifs. Chaque pays a son expression, et si vous voulez voir quelque chose de vraiment authentique, quand vous allez dans un pays, vous trouvez dans les cimetières. Maintenant, pourquoi ça me parle? Je ne sais pas. Ça me parle quelque part. Oui, mais je pense que je ne pourrais pas dire... c'est comme si c'est un endroit où il y a de la grandeur. Il y a comme une certaine solennité. Et puis, il y a le fait que tous ces gens-là, quand vous pensez que tous ces gens-là vivaient il y a 50 ans, ou il y a 100 ans, ou il y a 200 ans, c'est un feeling. C'est tout. Écoutez, moi, j'aime bien vous lire, mais j'aimerais que vous nous lisiez ce petit passage. En même temps, je trouve que la voix de M. Reeves va nous bercer. Le passage ici qui parle justement un peu de la mort, puis comme on le parle du cimetière, l'un va avec l'autre. Les gens meurent, mais la vie a une façon de continuer comme si de rien n'était. Il faut voir la mort non pas comme un arrêt, mais comme un relais, à l'image du coureur grec qui transmettait la flamme du feu olympique avant de s'écrouler. Notre vie est courte, mais notre espèce est de longue durée. Nous portons la responsabilité des maillons dans une chaîne. Merci. Est-ce que ça, justement, vous permet de croire, pas nécessairement à la vie après la mort, on pourrait y revenir un peu après, mais le fait de, vous avez 80, vous dites peut-être encore pendant 20 ans, mais que un jour... J'espère. Oui. Pourquoi vous espérez, justement? Ben parce que j'aime bien la vie, justement. Je suis triste à l'idée de quitter la vie parce que, bien qu'il y ait des difficultés, pour moi, c'est formidable. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'entends parler de gens qui se suicident, je ne peux pas comprendre. Si, je peux comprendre, ils peuvent être dépassés par des problèmes intérieurs très graves. J'ai des amis qui se sont suicidés. Je suis fâché contre eux. Je peux les comprendre, mais je suis fâché contre eux parce qu'on s'amusait bien ensemble, on avait de bons rapports, et puis tout d'un coup, vous apprenez que, ben non, il est mort, il est disparu. Je trouve ça dramatique, extrêmement dramatique, le suicide, et pourtant, ça m'est arrivé moi-même de ne pas être vraiment en forme. Mais c'est quelque chose que je trouve fantastique, je trouve que ça dépasse tout, simplement la vie. La vie, le fait d'exister, d'être au monde, de voir. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup en particulier, ça c'est ma nature de scientifique, c'est que chaque mois, je suis abonné à plusieurs revues scientifiques, des revues comme Science ou Nature, qui sont des revues internationales dans lesquelles sont rapportées toutes les grandes et plus petites découvertes qui sont faites dans tous les domaines, que ce soit la physique, la chimie, la biologie, la géologie. Et je reçois toujours, pour moi, c'est ma lecture favorite. C'est comme si j'apprenais ce qu'on pourrait appeler les dernières nouvelles du cosmos. Et je trouve toujours ça passionnant, précisément. C'est inattendu, et je suis frustré à l'idée qu'un jour, mon abonnement va cesser
d'arriver chez moi. Mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein? Un beau jour, le facteur va vous dire non, il n'y a rien pour vous. Mais justement, est-ce que la mort, c'est quelque chose à laquelle vous pensez, vous songez? Oui, oui, tout à fait. Aussi bien à la naissance qu'à la mort. La chose qui me stupéfait le plus, c'est comment nous entrons et comment nous sortons du monde. Nous entrons dans le monde, non pas le jour de notre naissance, mais 9 mois avant, au moment de notre conception. Et là, il se passe cet événement extraordinaire que vous n'existiez pas et vous existez. Vous êtes vraiment, vous entrez dans la nature, dans l'univers, vous entrez dans l'univers de façon tranquille, comme ça, et tout est changé pour vous, vous existez, et puis après un certain temps, vous sortez de la vie. Le monde continue, mais vous n'existez plus. Vous êtes quoi? Eh bien, souvent, je me suis demandé, en regardant un peu qu'est-ce qu'on nous propose comme scénario, si on regarde les différentes religions, on nous propose plusieurs scénarios, selon que vous vivez en Europe ou en Orient, ou en Europe, en Amérique, dans le christianisme, c'est la résurrection, la vie éternelle. C'est ce que les dogmes évangéliques j'allais dire proposent, je vais dire vous imposent. Mais si vous êtes né en Chine, on va vous parler de réincarnation. Et vous vous dites, mais comment on peut proposer 2 solutions aussi différentes? Il n'est pas possible que les 2 soient vraies. Vous ne pouvez pas à la fois être promis à une résurrection plutôt qu'à une réincarnation. Comment expliquer que selon où vous êtes né, vous serez probablement convaincu, instruit de, on vous aura enseigné que vous vous réincarnez, ou bien vous êtes la résurrection. Ma façon d'interpréter cela, c'est de dire qu'une phrase qui est, je trouve, très juste, elle dit « Les grandes questions sont universelles, les réponses sont culturelles. Selon que vous êtes né ici ou là, vous serez influencé par la culture de votre lieu. De sorte que si vous êtes né en Amérique, vous croyez probablement à la résurrection, ou bien vous croyez à rien du tout, vous avez cette possibilité, bien sûr, ou bien vous croyez à la réincarnation. Pour moi, ces 2 solutions tellement incompatibles montrent une chose, prouvent une chose, c'est qu'il y a beaucoup plus que nous manquons d'imagination. Que ce sont les 2 seules, peut-être il y en a d'autres, inventions. Tout le monde a besoin de croire qu'il y a quelque chose après la vie. Certains acceptent de ne pas y croire, bien sûr. Certains acceptent, et depuis longtemps, depuis Lucrèce, et puis les stoïques romains pensaient qu'il n'y avait rien après la vie. Et Lucrèce disait, le jour où vous serez convaincu qu'il n'y a rien après la vie, alors vous n'aurez plus d'angoisse pour la mort. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Vous avez beau essayer de vous convaincre, je ne suis pas sûr que vous arriverez au moment de votre mort avec une parfaite paix d'esprit, comme si vous étiez convaincu, parce que vous vous dites, oui, mais dans le fond, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a quelque chose, où est-ce que je vais être devant Saint-Pierre ou devant... Je pense que cela manifeste le fait que la réalité profonde est beaucoup trop difficile pour nous. Nous sommes un peu, j'imagine, que vous essayez d'enseigner la géométrie à votre chat. Vous n'essayerez pas d'enseigner la géométrie à votre chat parce que vous savez très bien que votre chat ne peut pas comprendre la géométrie. Quoi que vous fassiez, il ne peut même pas comprendre qu'il ne comprend pas la géométrie. Vous pouvez comprendre que vous ne comprenez pas la théorie de la relativité, mais vous savez que si vous y mettiez, vous pourriez. Mais vous comprenez que votre chat ne comprend pas, qu'il ne peut pas comprendre la géométrie.
Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Nous sommes devant une réalité